retrouve Jeanne et Clément. On retrouve Antoine Baudry qui est en train de faire une projection. Alors, à l'époque, le projecteur, en fait, c'était la caméra pouvait aussi servir de projecteur. Donc là c'est pas le modèle. En fait, il se sert d'un modèle de projecteur qui n'est pas le modèle que je décris dans le livre. Mais c'est un projecteur qui servait à la fois pour filmer, pour prendre des films, et pour projeter. Et puis il y a les deux gredins qui sont derrière. Voilà. Moi, ce qui m'a plu quand j'ai écrit le mystère de la chambre noire, c'était d'imaginer une chambre close à la manière de Gaston Leroux. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est lui qui a été l'inventeur du principe de la chambre close dans le roman policier. Et moi, j'avais envie, moi aussi, d'inventer une chambre close différente de celle de Gaston Leroux, parce que c'est pas une copie du roman de Gaston Leroux, mais je m'inscris dans la suite de plein d'auteurs de romans policiers qui ont voulu inventer des chambres closes suite à Gaston Leroux. C'est même un concours. C'est même un concours parmi tous les auteurs de romans policiers. Le concours, c'est un concours qui est pas formel, c'est un concours comme ça pour s'amuser, où il s'agit d'inventer des explications les plus abracadabrantes à des chambres closes. Par exemple, une fois, il y a la chambre close, et puis parfois il y a aussi l'arme du crime. L'arme du crime la plus stupéfiante que j'ai pu lire, c'était un criminel qui fabriquait un couteau en glace. Donc il moulait le couteau, il le mettait au congélateur, il le mettait à congeler le couteau. C'était de l'eau qui moulait dans un moule, il mettait de l'eau au congélateur. Et donc après, quand il écartait le moule, ça faisait un poignard très pointu. Et c'était un poignard qui avait l'avantage de disparaître. Parce qu'évidemment, après une fois son forfait commis, le poignard, l'arme du crime avait totalement disparu. Parce qu'évidemment, elle avait fondu. Donc, c'est ça m'a amusé. Et puis ça m'a amusé aussi d'écrire, de faire se dérouler l'histoire dans un endroit que je connais bien, parce que j'y passe mes vacances. Ça m'a amusé aussi d'imaginer le film de Jeanne et de Clément. De Jeanne et de Clément courant sur la plage, et je trouvais ça très, très, très amusant. Mais pourquoi vous n'avez pas fait mourir le père, hein? Ah bon, j'ai pas fait. Les pères vont pas mourir à chaque fois. Non, mais j'ai pas fait mourir le père parce que il était sympathique, et puis moi j'avais envie j'avais envie que Clément reparte sur la route. Après, à la fin de l'histoire, si j'avais fait mourir le père, il n'aurait pas pu repartir sur la route. Et Clément, il finissait à l'orphelinat. Oh, je sais pas si le père de Jeanne était prêt à adopter était prêt à adopter Clément. Hein. C'est parce qu'il se méfiait un peu, le père de Jeanne. Hein. C'est le père de Jeanne, il est comme ça, il a l'air gentil, mais il se méfie un petit peu. Il a peur pour sa Jeanne. Hein. Bon, alors tu sais que d'ailleurs quand Clément, pendant la courte période où Clément est recueilli chez le père de Jeanne, il fait très attention. Hein. Il garde ses distances par rapport à Jeanne. Hein. Parce que c'est pas le père de Jeanne c'est quelqu'un de très sérieux. Hein. C'est pas un rigolo. Hein. Donc je suis pas certain qu'il aurait adopté Clément. Je sais pas. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis en plus, si tu veux, ça veut dire que s'il l'avait adopté, peut-être qu'ils seraient restés ensemble à la fin de l'histoire. Moi, j'avais besoin qu'ils se séparent pour pouvoir faire rebondir l'histoire et faire rebondir l'imagination du lecteur. Parce que si à la fin de l'histoire, ils restent ensemble, eh bien, d'accord, c'est une fin heureuse, mais en même temps, l'imagination du lecteur, elle va pas vagabonder. On va pas essayer d'imaginer plein de choses. Là, le fait qu'ils se séparent et le fait qu'il puisse repartir avec son père, le fait que Clément puisse repartir avec son père, et ben, du coup, le lecteur, il imagine les retrouvailles l'année d'après. Tandis que s'ils étaient restés ensemble, on n'imagine rien du tout, quoi. Pourquoi vous avez choisi le nom de la ficelle?
Alors, eh ben là, c'est aussi un clin d'œil, c'est aussi un clin d'œil au roman de Gaston Leroux. En fait, c'est le deuxième point commun avec le roman de Gaston Leroux. Il y a un personnage dans le roman de Gaston Leroux qui s'appelle Joseph Rouletabille. Joseph Rouletabille, chez Gaston Leroux, c'est aussi un reporter, comme dans mon histoire. Et là, c'est un point commun. Enfin, c'est évident comme point commun. Il n'est pas caché du tout, hein, puisque moi, j'ai choisi Joseph. Chez Gaston Leroux, c'est Joseph Rouletabille. Et dans mon histoire, c'est Joseph la ficelle. La ficelle, ça veut dire. Donc, c'est Joseph comme Joseph Rouletabille. Et la ficelle, parce que la ficelle, ça veut dire en langage familier qu'on est débrouillard, qu'on a plein d'astuces en langage familier. Voilà. Donc, Joseph la ficelle, c'est celui qui a plein d'astuces, qui sait se débrouiller. Comment avez-vous choisi le nom des personnages? Alors, en fait, parfois en dédicace, on se retrouve avec d'autres auteurs. Hein, parce que, par exemple, moi j'ai fait pas cette année parce que j'ai pas de nouveau roman de sortie, mais quand j'ai eu mon nouveau roman qui est sorti, donc la dernière fois c'était en 2013, j'ai fait le salon Saint-Maur-en-Poche, qui est un salon qui se trouve tous les ans à côté de votre collège, hein, qui est sur le parvis du RER Saint-Maur. Vous connaissez Saint-Maur-en-Poche, non? Donc, quand je fais des salons, des fois, je regarde, je remarque ce que font les autres auteurs. Alors, une fois, j'étais à côté d'un autre auteur et je voyais qu'à chaque fois qu'il dédicaçait un livre à un enfant, il prenait un petit carnet et puis il notait sur son petit carnet quelque chose. Alors, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, bien, c'est simple, regarde. Sur mon carnet, je note tous les prénoms des enfants à qui je dédicace mes livres. Et je dis, pourquoi? Ah, il dit, ça peut servir. Comme ça fait un stock de prénoms et puis le jour où je vais écrire une histoire, eh ben je pioche là-dedans. Alors moi donc c'est intéressant notamment pour les histoires qui se déroulent de nos jours parce qu'on a un stock de prénoms tout à fait modernes. Moi, c'était pas le cas puisque moi mon histoire se déroule en 1908. Donc moi je pouvais pas prendre des prénoms trop modernes. J'étais obligé de prendre des prénoms qui existaient en 1908. Alors pour tout vous dire, j'ai pioché donc le critère des prénoms, c'était qu'il fallait que ce soit des prénoms qui existaient déjà en 1908, et j'ai pioché dans d'anciens élèves de ma classe. Voilà, j'aurais pris leurs prénoms, des élèves qui étaient passés dans ma classe il y a longtemps. Là, je pense qu'il y a des enfants qui sont pas là. Dans le cinéma, oui, comme scénariste, oui, c'est comme celui qui pas dans le cinéma ni comme acteur. Ni comme réalisateur, mais comme scénariste, comme celui qui écrit les histoires. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais quand il y a un roman, il faut l'adapter au cinéma. On peut pas prendre le réalisateur d'un film ne peut pas prendre le roman et dire avec ce roman-là, je fais un film directement. Il est obligé de passer d'abord par un scénario. Un scénario, c'est une adaptation du roman pour l'écran, parce qu'il y a certaines scènes, par exemple, si j'écris que, par exemple, Jeanne, elle réfléchit, elle pense, etc., et qu'on la voit dans ses pensées, ça, on ne peut pas forcément faire une scène de cinéma avec ça. Il faut l'adapter au cinéma. Ça s'appelle scénariste. Alors, scénariste, oui, j'aurais bien aimé. Et d'ailleurs, si vous connaissez des gens dans le cinéma, je suis prêt à adapter le livre quand vous voulez. Aimez-vous lire? Oui, mais j'adore lire, mais comme tous les auteurs, parce que moi je ne connais pas d'auteurs qui n'aiment pas lire. Parce que ce serait assez paradoxal pour un auteur de passer son temps à écrire, son temps libre à écrire, si par ailleurs il ne lit jamais. Alors. Quand vous étiez petit, aimiez-vous lire? Oui, bah oui, j'ai toujours. Moi, de toute façon, en fait, ça va ensemble un petit peu, hein, parce que le goût d'écrire et le goût de lire, ça va vraiment ensemble. Parce que je répète, on peut pas avoir envie d'écrire si on n'a pas envie de lire. Et oui, moi, la matière que je préférais à l'école élémentaire, c'était à l'époque on appelait ça la rédaction. En fait, c'était des écritures de petites histoires. C'est vraiment ce que je préférais à l'école. Et la lecture évidemment aussi. Mais quand j'avais votre âge, il existait la littérature pour adolescents, pour jeunes lecteurs.
c'était très très réduit. Il n'y avait pas tous ces auteurs. Il y avait surtout la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, mais il n'y avait pas un choix de livres énorme. Et vous avez la chance d'avoir aujourd'hui une édition jeunesse qui est florissante. Dans quel environnement écrivez-vous? Eh bien, en fait, l'écriture, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, moi, j'écris pendant les grandes vacances, et puis j'écris à la campagne pendant les grandes vacances. Donc, dans un environnement calme et puis avec beaucoup de loisirs, parce que il faut pouvoir prendre du temps pour écrire. Ça prend énormément de temps. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, on m'a demandé si, quand j'étais jeune, enfin plus jeune que maintenant, si j'aimais déjà lire et j'aimais déjà écrire. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai longtemps cru que pour écrire, il fallait être inspiré. Vous savez ce que c'est que le mot inspiration? Voilà. Donc, chercher, c'est une expression d'ailleurs, chercher l'inspiration. Alors, moi je vous conseille, ceux qui veulent écrire, je crois que c'est toi qui écris super bien. Et en fait, ceux qui veulent écrire, moi je leur conseille de ne pas chercher l'inspiration parce que vous n'allez pas la trouver, elle n'existe pas. En fait, moi longtemps j'ai attendu que l'inspiration elle descende. Mais c'est pas comme un ascenseur, elle ne descend pas. En fait, c'est en se mettant au travail. Au niveau des conditions d'écriture, c'est en se mettant au travail, en s'asseyant à sa table de travail, que l'inspiration vient. C'est en travaillant, en se mettant à travailler que l'inspiration vient, et pas le contraire. C'est pas en attendant l'inspiration qu'elle vient. C'est on s'assoit à sa table de travail, ordinateur ou crayon, et en travaillant, en se mettant à travailler, l'inspiration, elle vient en travaillant. Et plus... Et moi, par exemple, quand j'écris une rédaction, le milieu, le développement, je le trouve, ça va direct. Mais c'est souvent le début où je prends du temps, ou parfois la fin. Avez-vous toujours voulu écrire? Y a-t-il quelque chose qui vous a poussé à écrire? Alors moi j'ai toujours été tenté par l'écriture. Mais tout à l'heure, j'ai dit que quand j'avais commencé le premier roman en 2005, j'avais eu non pas une panne d'inspiration, mais une panne de travail. C'est parce que écrire est difficile, non pas parce que c'est pas le fait d'avoir des idées qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de s'asseoir à sa table de travail, alors qu'on est tenté, par exemple c'est l'été. Moi, je suis pas obligé d'écrire l'été. Je peux aller faire un tour de vélo, je peux aller faire un tour de paddle, je peux aller nager, je peux aller me promener dans la forêt. Et puis au lieu de ça, je reste assis à ma table de travail. C'est ça qui est difficile. Alors, ce qui a été difficile pour moi, ça a été d'avoir du coup un peu plus de courage pour rester assis à ma table de travail. Donc c'est ça qui a été difficile et c'est pour ça que j'ai pas écrit tout de suite. Et la satisfaction que ça m'apporte, c'est que c'est fantastique d'écrire. Parce que quand on écrit, on a un pouvoir immense. Alors moi, c'est un ordinateur, mais ça pourrait être un crayon. Vous imaginez qu'un crayon, ce qu'on peut faire? Une feuille et un crayon, on peut refaire le monde. On est un Dieu tout-puissant. On peut faire apparaître des monstres. On peut faire disparaître une cité. On peut faire apparaître des 100 divisions et des divisions de Jules César qui envahit la Gaule. On peut faire ce qu'on veut. On a un pouvoir immense. Donc et dans le cas du mystère de la Chambre Noire, c'était une grande satisfaction de voir que tous les morceaux du puzzle que j'avais trouvés, c'est-à-dire le cinéma, les espions, tout ça s'emboîtait pour former une pièce et que c'était une pièce cohérente. Et ça m'a apporté une satisfaction intellectuelle. D'ailleurs, on parle pour l'écriture d'œuvre de l'esprit. Ça veut dire que quelque part, ça satisfait l'esprit. Écoutez, moi je vous remercie. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité et puis je vous remercie de la grande attention, de la qualité d'écoute dont vous avez fait preuve. Merci.